Hello. Merci pour les précédentes présentations. Celle-là va être encore plus facile parce qu'il y a une ligne de C++. Euh, Alors, par contre, je suis juste au début. Pour ceux qui savent, je travaille avec la librairie BoostGraph. Qui était là au dernier Meetup? Ok, et qui a entendu parler de BoostGraph? C'est pour ça qu'il faut venir à tous les Meetups. Du coup, BoostGraph, c'est une librairie C++ open source qui cherche à donner des facilités aux utilisateurs qui veulent représenter des interactions entre des entités. Ça, c'est la définition la plus générale d'un graphe auquel on puisse penser. Euh, Ce que j'ai fait en janvier, c'est que j'ai commencé à collaborer avec la C++ Alliance pour essayer de redynamiser cette librairie qui a été codée il y a plus de 26 ans. Donc c'est une vieille librairie et je trouve ça hallucinant qu'elle tourne encore, qu'elle soit encore hyper populaire. Elle est utilisée dans plein de domaines. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une période de 10 ans où elle a eu une sorte de période de dormance et on a un peu perdu le contact avec les utilisateurs. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai voulu essayer de redynamiser. Pour ça, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est vouloir organiser un workshop. Ça s'est passé le 6 mai 2026, donc c'était le mois dernier, pour essayer de rassembler les gens et essayer de voir comment est-ce que on pourrait ensemble faire un truc un peu collaboratif pour choisir une roadmap et prendre des décisions à long terme, etc. Et c'est ce que je veux vous présenter. La dernière fois, ma présentation était très centrée sur un algorithme de clustering. Celle-là, c'est plus vie de l'open source en général. La prochaine, promis, on fera du C++. Euh, Avant tout, il y a vraiment un message qu'il faut arriver à passer dans l'open source. C'est que les librairies sont vivantes et qu'elles évoluent. Et ça, c'est difficile à percevoir de l'extérieur quand on a un certain nombre de signaux en tant qu'utilisateur qui nous envoient le mauvais message. Par exemple, beaucoup d'utilisateurs nous ont dit, en fait, nous, la manière dont on perçoit cette lib, c'est qu'elle est un peu dead. Quand ils sont gentils, ils disent c'est très stable et dormant. Mais, mais en fait, de manière concrète, derrière, il y a un backlog d'issues qui s'agrandit parce que 26 ans d'existence, il y a des bugs qui ne sont pas résolus, etc. Et un des problèmes et des vertus de l'open source, c'est que souvent, derrière, il y a un ou deux mainteneurs qui font ça sur leur temps libre, et qui ont un job à plein temps derrière, et une famille, etc. Et mon but, c'était d'essayer de faire communiquer aux gens que la réalité est un peu différente. Elle est active, il y a un flow, il y a des pierres qui sont mergées, il y a des bugs qui sont résolus, il y a des choses qui bougent, et essayer de attirer un petit peu le regard sur ce qui est caché derrière la scène. Et du coup, il y avait trois objectifs principaux. C'était comment est-ce qu'on reconnecte avec une base utilisateur où en fait on n'a aucune idée de qui nous utilise, ou pratiquement pas. Comment est-ce qu'on peut arriver à sécuriser un futur pour une bibliothèque en la rendant self-sustainable, c'est-à-dire mon but c'est de plus être nécessaire à cette bibliothèque à long terme. Il faudrait qu'elle puisse attirer des contributeurs qui eux-mêmes aient assez de connaissances pour se maintenir. Et évidemment, le C++ ayant pas mal évolué en 26 ans, essayer de voir comment est-ce qu'on réoriente une librairie dans un écosystème changeant. Du coup, ce que j'ai fait en collaboration avec Jeremy Murphy, qui est le mainteneur principal de la BGL, qui est au Japon, c'est qu'on a organisé cet événement et on a voulu attirer des auteurs originaux de la BGL. Donc il y a 26 ans, c'était Andrew Lumsdaine, Jeremy Sick et plusieurs autres personnes, qui se retrouvent aussi associés aujourd'hui à des idées de standardisation, des projets de standardisation pour qu'on puisse avoir quelque chose qui ressemble à STD Graph. Donc ça a permis aussi d'amorcer un dialogue là-dessus. On avait des chercheurs de l'académique qui présentaient un petit peu les nouvelles vibes des algorithmes, par exemple de clustering. On avait évidemment les mainteneurs core, on était deux, Jérémy et moi. Et on avait surtout des experts de l'industrie. Et c'était hyper intéressant de voir que plein de domaines de l'industrie, seulement à l'échelle de Paris, se retrouvent à reposer sur BoostGraph pour remplir leurs objectifs. Donc, objectif, il y en avait trois. Essayer de unifier l'écosystème des graphes en C++, avec, je m'étais dit, bon, le matin, on va faire des présentations, l'après-midi, on va faire des activités
un petit workshop, des petites activités collaboratives sur des problèmes réels de la BGL et voir comment est-ce que les utilisateurs aimeraient résoudre ces problèmes-là. Donc c'était très orienté solution. Objectif 2, c'était essayer de voir qu'est-ce qu'on doit faire en 2026 pour faire plaisir à tout le monde et qu'il soit à peu près faisable. Et puis objectif 3, c'était essayer de dégager de l'énergie dans cette salle et pour essayer de encourager évidemment des contributions parce que l'open source, même si je suis payé à plein temps là-dessus en ce moment, l'open source nécessite des contributions à long terme, notamment en termes d'expertise. Boostgraph est très particulier en ceci que les algorithmes à implémenter sont tellement variés, tellement complexes, et il y a plein de choses qui échappent à tout le monde que si on veut une jolie librairie, il faut qu'on puisse avoir une solution dans laquelle chacun ait son rôle à jouer. Et ça s'est bien passé, du coup ça a été une journée bien chargée, mais la roadmap est assez claire, c'est-à-dire que l'objectif prioritaire pour tout le monde, c'était s'il vous plaît, faites une documentation, je suis en train d'écraser le wifi. Essayez de faire une documentation qui soit à peu près potable. Et quand je dis à peu près potable, c'est que l'ancienne documentation, elle ressemble à ça. En vrai, c'est assez magique. Il y a 26 ans, on avait juste du HTML. Et du coup, tout est en HTML pur. Et la table des contents, elle est là. Il faut aller cliquer là. Et du coup, quand on clique, plus on va revenir en arrière pour découvrir les algorithmes. C'est pas idéal. Et du coup, on nous a dit, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Du coup, ça a été quelque chose qui a pas mal drivé les efforts du printemps. Et la solution actuelle ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, on a pris tous les vieux fichiers HTML codés en dur, avec tous les snippets C++ étaient codés en pur HTML, avec des escapes dans tous les sens pour la syntaxe C++. 26 ans. Mais ça, c'est incroyable avec l'open source, c'est que du coup, en investissant dans une charge, tout ça, c'est tous ces fichiers HTML, il y avait des centaines d'algorithmes de coder, c'est très coûteux à faire migrer. Et du coup, on a pris ça, on en fait de l'ASCII-doc et de l'Antora, et avec ça, le contenu n'a pas trop changé à part la superficialité, parce que moi, ce que je voulais, c'était avoir des beginners en graphes, en théorie des graphes, qui puissent quand même avoir un petit peu une intuition de ce qui se passe. Je voulais des exemples qui soient compilés en CI avec l'output qui soit également run en CI et intégré à la doc, enfin ce qu'on attend d'une documentation un peu moderne. Donc ça, c'est ce qui a été fait. L'objectif, c'est de changer un petit peu le signaling et que maintenant que c'est plus du HTML, les contributeurs puissent se sentir un peu plus confortables avec la contribution sur les pages de documentation. Donc ça, c'est un cercle vertueux, hein, c'est qu'on commence à dire, là, vous avez un format qui est plus collaboratif, s'il vous plaît, collaborez, et les gens aiment collaborer. Quand je disais qu'on avait du mal à joindre la communauté, c'est qu'effectivement, il n'y avait aucun lien, aucun lieu où en fait, les gens se réunissent. Ça, en fait, GitHub, il propose une fonctionnalité toute bête, qui sont les GitHub Discussions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément activé sur les repos. C'est une sorte de forum où les gens avec un profil GitHub peuvent communiquer. Donc là, il y a pas mal de sujets qui ont été abordés pendant le workshop. J'ai pu faire des petites cards, enfin des petites discussions où les gens ont pu commencer à travailler et injecter leurs réflexions. Et l'idée, c'est que ça vive et que ça puisse aussi commencer à documenter les process d'onboarding parce que contribuer à Boost et encore plus Boostgraph, c'est pas trivial. Du coup, ça, c'est censé relever un peu de pression. L'autre chose qui était aussi importante en termes de signaling, c'est le backlog. C'est-à-dire que quand on a un développeur open source peu payé, le bandwidth, la disponibilité en temps est très très faible. Mais Jeremy Murphy, le principal mainteneur, il a 10 ans d'expérience avec cette librairie. Ce que je voulais, c'était arriver à mettre en place des process où je prenne le plus lourd de la charge pour pouvoir le pinguer sur seulement ce qui soit vraiment critique. Du coup, ça a été faire un triaging de toutes les issues et leur mettre des labels de priorité, de zones de la librairie qui sont affectées, qu'on puisse un peu trier en termes de est-ce que c'est une feature ou quoi, est-ce que c'est un bug, etc. Parce que 26 ans d'issues qui s'accumulent et qui ne sont pas triagées ni catégorisées, c'est compliqué à explorer et à prioriser.
L'ownership, c'est une réflexion qu'on a eue au workshop, c'est-à-dire que les gens nous ont dit, bah, écoutez, on ne sait pas en fait, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas qui est en charge, on ne sait pas qui fait quoi, on a l'impression de lancer une bouteille à la mer. Et en fait, c'est tout bête, c'est vraiment un paragraphe quelque part dans la documentation qui dit, lui, il fait ça pendant ce moment-là, et moi, je règle les issues de ce type, et le processus de peer review, enfin de review de code, se passe de cette façon, et leur donner des attendus en termes de temps et de contribution. La responsiveness, c'était un autre gros sujet, c'est-à-dire que peut y avoir, quand on a une bandwidth qui est toute petite sur les projets open source, il y a des issues qui traînent pendant très longtemps, ça envoie un très mauvais signal, et certaines sont juste très simples à régler, c'est une ligne dans la documentation. Et la CI Not So Green, ça c'est mon travail actuel, c'est que MSVC, votre meilleur ami, nous dégage gentiment 1226 warnings en CI, qui se sont accumulés au cours du temps. Et c'est pas horrible, t'as dit? Classique MSVC, quoi. Oui, voilà. Mais du coup, bon, faut quand même aller un peu cleaner tout ça. Donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Pour que ça, c'est directement lié au fait qu'il y a tout dépend de la BGL qui repose sur des vieux concepts, par exemple les named parameters, c'était un joli essai, c'était très beau il y a 20 ans. Ça, on aimerait le faire une débrécation. Si on ne clean pas les warnings en CI, impensable que les gens puissent voir que c'est déprécié. Pour la prochaine release, en 2026, enfin pas la prochaine, la next, on aimerait upgrader en C++17. Alors pourquoi C++17? Parce qu'avec ça, on peut avoir du if const expert et que pour l'instant, pour les contributeurs, l'absence de if const expert, ça fait exploser la complexité des contributions. Donc ça serait cool. Pourquoi pas C++20? Parce que tout le monde nous dit mais les concepts c'est chouette. Parce qu'en fait les gens de Mistra, enfin qui sont en industrie automobile, sont coincés avec Mistra qui est en C++17, comme tu me l'avais dit la dernière fois. Donc du coup on a fait un petit poll sur internet et les gens étaient en mode non, si vous bumpez en C++20, on ne pourra pas vous suivre. Donc on va rester en C++17. Le code cleanup pour vraiment que le code soit C++17. Et après ça, on va pouvoir commencer à ajouter des features, une fois que tout sera un petit peu plus sain. Et notamment la manière dont les algorithmes contrôlent le flot d'exécution. Pour l'instant, quand vous imaginez un algorithme qui parcourt un graphe, et que l'utilisateur, lui, aimerait injecter des événements particuliers à certains points de contrôle d'un algorithme, on repose sur ce qu'on appelle un visiteur, c'est-à-dire que c'est une petite structure qui déclare des petites fonctions membres que l'algorithme appelle. C'est un peu comme des callbacks agrégés dans une structure commune avec des noms un peu propres. De la manière dont ça a été conçu initialement, ces visiteurs qui sont vraiment centraux à la BGL, ils ont un statut d'observeur. Ça prend des trucs constants, ça renvoie void, ça n'influe pas le flux, enfin l'algorithme en lui-même. Et ce qui fait que, par exemple, quand les gens veulent faire une terminaison, early termination d'un algorithme de parcours de graphe, ce qu'ils doivent faire, c'est émettre une exception dans un hook. C'était il y a 26 ans. Et du coup, c'est pas très satisfaisant. Du coup, notre objectif, c'est essayer de relaxer un petit peu ce retour de void pour dire, est-ce qu'on pourrait pas juste renvoyer un bool, autoriser des types non void à être émis, et pour qu'on puisse avoir un changement d'un observeur à un actuateur de l'algorithme. Et ça, c'est une demande qui aussi a émergé pendant le workshop. Une autre feature, c'est que je ne sais pas qui a fait joujou avec les property maps. C'est joli, hein? C'est horrible. C'est quand vous voulez donner des attributs, enfin des données sur les vertex ou sur les arêtes d'un graphe, vous essayez de faire une sorte de mapping entre les identifiants de vertex et les valeurs des caractéristiques, etc. L'abstraction est extrêmement bonne, ça donne des résultats très génériques et on peut injecter énormément de spécificité depuis l'extérieur de l'algorithme sans avoir à le modifier. La friction à l'utilisation est énorme, ça fait des lignes d'instanciation qui sont horribles. Et Joaquin, qui était là au workshop, il a fait tout un proposal incroyable avec une proof of concept en C++20 sur les concepts du coup, pour essayer d'avoir ce genre de syntaxe. On puisse avoir un graphe, on dit je prends ce graphe-là, je récupère tous les poids le long des arêtes, à ça j'applique une transformation qui est une transformation markovienne pour faire que ma matrice du graphe soit markovienne, et ça je le stocke dans un objet weight pour récupérer les poids normalisés, en gros. Ça c'est infiniment plus user-friendly
que l'alternative existante qui a 26 ans. Et pour faire ça, il faut qu'on ait tout ce que j'ai montré avant qui passe. Donc ça aussi, les gens se sont beaucoup plaints là-dessus. Et après, à long terme, on aimerait faire un peu plus d'affinage sur l'allocation mémoire et très long terme, comment est-ce qu'on gère les calculs distribués, parallèles, etc. sur des algorithmes de graphes. Ça, c'est pas trivial du tout, du tout. Donc voilà, si vous êtes fan des graphes du C++, vous pouvez venir. Merci encore de m'avoir écouté. Merci à toi de nous avoir invités. Merci à Sijo de nous accueillir. Et puis... Moi, je fais pas de graphe dans mon boulot actuel, donc du coup, j'ai pas pu justifier de venir. Mais j'ai quand même une requête utilisateur là-dessus. C'est si un jour je devais faire des graphes, j'utiliserai volontiers BoostGraph à condition que quand je prends BoostGraph, je prends que BoostGraph et pas tout le reste de Boost. Pour moi, c'est le point de blocage majeur qui me ferait que, à moins que j'ai vraiment des besoins d'algo très compliqués, si j'ai des algos simples, je préférerais les refaire à la main que d'utiliser BoostGraph pour cette raison-là uniquement. Oui, ça je comprends complètement. Pour ceux qui sont... j'aurais dû mettre l'image, l'arbre de dépendance de BoostGraph, c'est un sapin de Noël infâme, parce que les gens, chaque contributeur a réutilisé dans Boost, ce qui, du coup, avoir une librairie plus self-contained, c'est aussi un objectif, notamment parce qu'il y a, par exemple, MPL qui fait exploser. Dans le graphe de dépendance, il y a un nœud qui explose en termes de dépendance, et ça, on aimerait s'en débarrasser. Mais on peut le faire qu'une fois que... il y a les autres choses. Il y a la CI, etc. Mais c'est aussi un frein énorme à tout contributeur, cette chose-là. Quoi. Oui, traîner Boost entier, c'est pas faisable. On met le doigt dedans et on se fait... Oui, complètement d'accord, à 100%. Tu parlais d'un passage en 17. Moi, quand je pense passage de quelque chose vers 17, je pense à deux choses. Et je voulais juste savoir si c'était un peu dans les plans. C'est passer toutes tes fonctions contexte. Si ça compile, tu commits. Si ça compile pas, tu commites pas. Oui. Je sais pas si c'est dans les plans. C'est pas souvent que les gens veulent faire des graphes const expert. Donc je dirais que c'est pas... Ouais, mais les 2-3 qui vont vouloir, oui, exactement. Ils vont recoder leur algo. C'est là où justement pendant le workshop, on avait fait une sorte de matrice. On avait demandé de classer les pain points. Et ce que tu fais remonter, c'est un pain point. En 3 métriques, c'était l'effort, la criticité, c'est combien, est-ce que c'est absolument bloquant, par exemple, ça serait haute criticité, si tu veux un algorithme compile time, tu peux pas. Et après, en termes de popularité, de nombre d'users impactés, et là, c'est que ça rankerait très bas sur le nombre d'users impactés. C'est gratuit. C'est-à-dire que c'est une technique que j'ai. La technique, je la connais de quelqu'un d'autre, qui consiste juste à tu passes une moulinette sur ton AST qui rajoute const-exp, qui regarde si ça compile. Si ça compile, c'est un proposal standard. Si ça compile pas, on continue. Et comme ça sur toute la STL. D'accord. Et je veux bien qu'on en discute. Voilà. Le nombre de fichiers impactés. En 17, tu peux te permettre de faire ce genre de choses-là. D'accord, ok. Et la dernière chose, juste, c'est une suggestion. La syntaxe qui a l'air horrible là, avec les templates pour tes property maps. Oui. Regarde les deduction guides, à mon avis, ça peut t'aider. Ça peut te simplifier le boulot. Oui et non, parce que pour l'instant, les property maps, ça rejoint. C'est très récursif en fait. Ouais, et du coup, c'est un peu. Mais je vois ce que tu veux dire, je regarderai. À mon avis, si en 20 c'était plus court, parce qu'en 20, une partie des deduction guides devient implicite. Et peut-être en 17, tu peux les expliciter pour avoir cette syntaxe-là. Si c'est opaque que les concepts qui ont été utilisés, ça peut être une possibilité. C'est juste une piste que je te donne. Ouais, carrément. Voilà. Je regarderai. Merci. Voilà. Cool. Le truc Const Expert, ça s'appelle Const Expert Everywhere sur GitHub. Ouais, ok. C'est un script qui fait ça. Ok, cool. Il n'y a aucun risque en termes de tout casser, non. De toute façon, ça te fait des points diff, tu les mets pas. Ça touche pas à l'ABI, ça touche pas tout ça. Bon, à essayer du coup, carrément. Voilà. Merci. Est-ce que tu as des nouvelles aussi de STDgraph et comment est-ce que BoostGraph du coup se passe un petit peu par rapport à ça? C'est encore. Alors oui, il y avait Phil Ratzloff qui était venu. Il avait hyper gentil. Il avait avancé ses vacances. On s'est arrangé, etc. Et il y avait Andrew Lumsdaine qui avait fait un talk conjoint avec lui. Tout le monde est hyper intéressé par une collaboration. On ne sait pas encore sous quelle forme. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants.
Ce qu'il semblerait, c'est que il y a des idées intéressantes dans le proposal. Il y a des idées qui me surprennent. C'est notamment concernant les visiteurs. Les visiteurs, tout le monde s'entend que c'est pas très beau, mais l'alternative n'est pas garantie d'être beaucoup plus belle. Et eux, de leur côté, pour faire avancer le proposal standard, ont besoin aussi de tester, entre guillemets, sur des utilisateurs. Et là, on revient à une mission de Boost qui est est-ce qu'on ne peut pas tester, battle test des implémentations et des idées là-dessus. Mais ça, à mon avis, dans 6 mois, ce sera plus clair parce que là, on a, surtout avec le workshop, on a été un peu sous l'eau. Mais oui, c'est des discussions en cours qui nous intéressent vachement. Ok. Donc BoostGraph sera un petit peu un premier jet avant une standardisation. Ça servira en tout cas. Je ne peux pas faire de promesses, mais ça peut être une idée. C'est-à-dire que Boost, historiquement, il y a beaucoup d'idées qui ont fini dans le standard qui viennent de Boost. Et typiquement, les graphes, il peut y avoir un processus, on peut imaginer un truc un peu similaire qui se passe. Eux viennent avec une abstraction qui disent que tout graphe peut être représenté comme un range of ranges. Et ça semble tenir. Il y a quand même des... Enfin, il faut creuser, quoi. Faut creuser. Et sur l'implémentation des algorithmes, ils n'ont pas encore... apparemment, ils n'ont pas encore creusé autant que BoostGraph. Donc, certains concepts qu'ils ont dégagés pourraient ne pas tenir. À voir. Merci. Merci beaucoup.